consommateurs ou travailleurs, on calcule, on choisit qu'est-ce qui va me rapporter le plus de pognon en me coûtant le moins d'efforts, et ça, c'est pas une question de territoire. Qu'on soit à New York, à Pékin ou à San Feliu, dans le monde travail, eh bien, pourquoi non? L'économie d'un territoire. Là, je vous pouvez poser les micros. Ce que dit Yves, c'est important, c'est que spontanément, l'économie ne se fait pas sur un territoire, ou plus exactement se fait sur un territoire particulier qui est le territoire national. La référence que l'on apprend, quand on fait comptabilité nationale, c'est le territoire national. Le PIB, on connaît le PIB de la France. Est-ce qu'on connaît le PIB de Saint-Féliu? Pas vraiment. Donc, évidemment, quand on parle d'un territoire comme les Pyrénées-Orientales, la première des choses qu'il faut que nous on soit vigilants, c'est qu'évidemment, les données sur lesquelles on peut s'appuyer sont des données très particulières, parce que autant les territoires sont très renseignés sur la question nationale, autant quand on descend à des échelles de territoires plus petits, c'est quelque chose qui est très difficile. Pour rien vous cacher, c'est une difficulté qu'Henri Solence évoque dans le livre. On n'a pas de tableau entrée-sortie à l'échelle des départements, donc on est en incapacité de connaître réellement et finement par la statistique les données d'un territoire à l'échelle du département. Et vous voyez bien, l'échelle du département, c'est une échelle administrative, qui évidemment pose d'autres difficultés, interrogations, quand on raisonne en économie. Alors c'est vrai que l'économie théorique fait plutôt fi des territoires. L'économie, le modèle néoclassique, le modèle dominant, ne connaît ni l'espace ni le temps. C'est ça. C'est plus simple. Donc voilà, juste pour dire qu'on va parler d'un territoire, mais tout le monde doit y avoir conscience, et ça va ressortir, que ce territoire économique sur lequel on va parler, les Pyrénées-Orientales, est encastré dans un territoire plus important, le territoire national, et que l'économie des Pyrénées-Orientales, évidemment, elle a à voir avec l'économie nationale, je vais vous le montrer, je pense, mais évidemment, elle a à voir aussi avec l'économie européenne, voire l'économie mondiale. Et donc, sortir un territoire des autres territoires, ça pose en réalité une question qui est celle de l'ouvrage d'Henri. Est-ce que, quand je m'intéresse à une échelle de territoire plus petit, il y a des spécificités telles que ce que j'observe est différent de ce que j'observe au niveau national? Est-ce que, sur ce territoire que j'observe, il y aurait une culture particulière qui fait que ce territoire est différent des autres? Et c'est ça, initialement, l'objet de l'ouvrage. Est-ce que, quand je regarde les Pyrénées-Orientales, je constate qu'il y a une culture économique, car ça, il nous faut le préciser, une culture économique, c'est-à-dire, y a-t-il, en matière de reproduction et en matière de production, des choses qui sont différentes quand j'observe les Pyrénées-Orientales que quand j'observe l'échelle de la France? Juste avant de laisser la parole, un rappel, Henri Solence, quand il travaille en 93, c'est juste après l'ouverture européenne, mais en réalité l'ouverture des frontières n'est pas faite, donc il se place en référence au territoire national et pas du tout sur le territoire européen, même si sur la fin de l'ouvrage, il évoque une interrogation: est-ce que l'ouverture européenne va avoir ou pas des incidences sur le territoire des Pyrénées-Orientales? Alors, précisons encore cette idée de culture. Deux précisions. Un, quand nous parlons de culture, nous le faisons au sens anthropologique du terme. Autrement dit, ce que nous désignons, c'est un ensemble de façons de penser le monde et d'agir qui orientent les comportements. Si je me comporte de telle façon ici, nous avons montré que c'est parce que toi, moi, nous sommes plus ou moins, mais tous et toutes imprégnés de ce que nous appelons une culture. En l'occurrence, nous précisons les choses, c'est-à-dire que nous n'allons pas penser nos activités, nos choix, etc., y compris, et notamment économiques, nous n'allons pas les penser comme les penseraient des gens qui n'habitent pas ici, voire habitent donc dans d'autres régions de France, dans d'autres espaces que l'on peut justement spécifier par une autre culture. Même, poussons le bouchon,
et passons de l'autre côté des Albert. Voyez-vous que parle le catalan. Mais c'est pas parce que la langue est pour certains d'ici, certaines, et pour d'autres là-bas, la même, qu'en matière économique, c'est la même culture. Ça fait aussi partie des choses qu'on aura l'occasion de discuter si la discussion vient là-dessus. Et donc, ce qu'on va montrer, c'est comment, justement, eh bien, non seulement, deuxième précision, ça concerne les personnes que l'on aurait tendance à classer dans le groupe des rentiers, mais ça concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a, dans les départements des Pyrénées-Orientales, pas seulement les personnes qui tirent leur revenu de la rente qui sont concernées, mais toutes celles et ceux qui, d'une part, sont contraints par les actes des précédents, et puis même toutes celles et ceux qui se disent « ma foi, ça serait bien si je pouvais, moi aussi ». Je vais finir en donnant juste un petit mot. Quand je venais de commencer à enseigner dans ce lycée, je m'appelle Robert Faters. Un jour, comme ça, je demande aux élèves ce que faisaient leurs parents. Et un garçon qui me dit « Mon père, il est propriétaire. » Alors, je pense que ce que vient de dire, c'est important hein, pour qu'on comprenne la suite, c'est que tout territoire, c'est ça l'hypothèse, hein, tout territoire a une culture économique. Hein, c'est pas, il n'y aurait qu'une culture économique dans les Pyrénées-Orientales. Par définition, tout territoire aurait une culture économique qu'on serait capable d'identifier. La spécificité du territoire des Pyrénées-Orientales, c'est le travail d'Henri de dire en 93, hein, la culture ici, c'est la culture entière. Et nous, la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est simplement ça, hein, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, on peut encore dire qu'il y a une culture entière dans les Pyrénées-Orientales, hein. Mais comme l'a dit Yves, la culture entière, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est a priori peut-être tous ceux que sommes, c'est nous aussi. Hein. C'est pas, quand on dit ça, il ne faut pas avoir une vision, c'est mal nécessairement la culture entière. C'est une culture, hein, on ne se pose pas, et la question n'est pas de poser pour l'instant de savoir si ce serait bien ou pas bien. La question, c'est de dire, il y a une culture, est-ce qu'on peut la caractériser? Et nous, ce qu'on va faire, c'est reprendre d'une certaine manière les critères qu'avait utilisés Henri, voir en 2025, parce que évidemment Henri en 93 n'utilisait pas les statistiques de 2025, je ne sais pas pourquoi, mais il ne les utilisait pas en attendant, donc de regarder à l'aune de ce qui s'est passé depuis ces 30 ans écoulés, s'il y a eu des changements majeurs ou si au contraire ça a, selon les critères d'Henri et autres. Et puis vous amener évidemment hein, à la discussion, c'est pour ça qu'on va fonctionner hein, en 4 temps, qui sont les temps d'Henri. Hein. Le premier temps, l'aspect démographique, l'aspect reproduction. Hein. Deuxième temps, les activités économiques, donc l'aspect production. Et puis le troisième temps qu'utilise Henri, qui est de dire ben, comment cet aspect production se caractérise et quelles incidences il a, notamment sur les revenus, sur les inégalités ou des choses de ce type-là. Évidemment, on finira, si on a le temps, par discuter, mais on verra ça. Enfin, vous connaissez la règle du jeu, de toute façon, si quelqu'un tout à coup dit. Donc, on s'interroge pas. Premier temps, c'est juste un rappel, hein, je vais aller vite, c'est l'évolution de la population des Pyrénées-Orientales de 1800 à nos jours, en rappelant que Henri s'intéresse à une période hein, qui est après les années 50. Hein, quand il regarde la démographie, il regarde. Et vous voyez bien que c'est quand même une période qui a une certaine rupture, puisque la croissance de la population sur cette période-là est beaucoup plus forte que ce qu'elle a été précédemment. Donc Henri se concentre bien sur une période particulière, hein, une période où la croissance démographique hein, a été plus importante. Oui, mais c'est quoi la croissance démographique? Alors je suis content, comme je ne fais plus de cours aujourd'hui à l'université, vous êtes là, vous allez souffrir, je vais refaire un cours. La croissance démographique, nous dit l'INSEE, est tirée par 2 éléments. Premier élément,
ce que l'INSEE appelle l'excédent naturel. Qu'est-ce que c'est que l'excédent naturel? C'est la différence entre le nombre des naissances et le nombre des morts observés au cours de l'année sur le territoire. Ça, c'est naturel. Oui, parce que, je veux bien que le reste s'appelle le solde migratoire, qui a priori, lui, n'est pas qualifié de naturel, hein, qui là est la différence entre ceux qui sont venus s'installer sur le territoire au cours de l'année et ceux qui ont quitté le territoire au cours de l'année. Et c'est bien qu'un aspect géographique. Hein, je sais que moi, j'habite pas ici, hein, mais je sais qu'ici, on est dans une commune avec une municipalité très particulière, hein, mais c'est juste un aspect géographique. Si vous quittez la commune de Saleil pour aller habiter à la commune d'Alenia, hein, au sens de l'INSEE, vous avez migré d'un territoire à un autre. Donc, il n'y ait pas d'ambiguïté hein, sur ce qu'on appelle. À partir de là, c'est simple. Si on trace la bissectrice, je rappelle pour ceux qui regardent au parapluie, c'est exactement Henri Sens, hein, je n'invente rien. La bissectrice nous dit tout ce qui est au-dessus de la courbe bleue, ça sera de la croissance démographique. Donc, comme moi je ne m'intéresser qu'à la croissance démographique, on va s'intéresser qu'au-dessus. Vous n'arriverez pas à lire, c'est tant pis. Et comme je suis trop petit, je n'arriverai pas à vous le montrer. Donc, il est dit sur ce triangle-là, lorsqu'on est dans ce triangle-là, la croissance démographique est due uniquement à une chose, l'excédent naturel. Hein, puisque j'ai un excédent naturel, mais j'ai un solde migratoire négatif, donc dans ce cas-là, c'est tiré que par, entre guillemets, les naissances par rapport aux morts. Deuxième cas possible, soit on est ici, dans ce triangle-là, et à ce moment-là, c'est tiré par le solde migratoire. Il y a plus de décès qu'il n'y a de naissances, et c'est tiré par le fait qu'il y a des gens qui arrivent sur le territoire donné. Alors je rappelle, je souligne ce que tu as dit il y a quelques instants, quand l'INSEE mesure le solde migratoire pour les Pyrénées-Orientales, il mesure cela à partir des mouvements migratoires qui se font à travers les limites du département. Autrement dit, quelqu'un qui vient de l'Aude, quelqu'un qui vient de Leucate et qui décide de s'installer au Barcarès, eh bien, il fait partie des migrants, des immigrants. Hein, donc, on peut parler fort, même si le maire nous entend, on n'aura aucun risque. Troisième cas, eh bien, le cas ici, où, donc celui qui est au milieu, à ce moment-là, la croissance démographique est tirée à la fois par le solde migratoire et à la fois par l'excédent naturel. La leçon est finie. Quand on regarde les PO, alors les données, c'est à la fois celles d'Henri, donc sur la période d'Henri et la période jusqu'à aujourd'hui. Le constat, il est simple. Que ça soit sur la période qu'il observe, lui c'est 68-93, ou 93 à aujourd'hui, les Pyrénées-Orientales en matière démographique se situent toujours dans la même logique. La population monte par le solde migratoire, puisque au mieux quelques périodes le solde naturel est nul, sinon il est en général négatif. Juste pour compléter, la France se situe toujours dans excédent naturel et excédent migratoire au-dessus. L'Occitanie se situe au-dessus. Il y a donc bien deux choses qu'il faut retenir par rapport à la démographie. Un, une spécificité des Pyrénées-Orientales. Deux, une tendance qui continue, qui est la même, même si je dois vous cacher, la France est en train de se rapprocher assez ces dernières années, est en train de se rapprocher de cette zone-là, mais pour l'instant, elle n'y est pas. Donc ça, c'est le premier élément. Donc sur les comportements démographiques, qui, alors, la période qu'on a prise est récente, mais si on avait étendu sur plus longtemps, eh oui. On pourrait faire référence pour les gens d'ici à la Réau de Case, cette expression catalane qui désigne justement celui qui va hériter du patrimoine familial, patrimoine avant tout de terre et de maison, et à partir notamment de la mise en place du droit civil sous Napoléon Ier, eh bien, comme tous les héritiers et héritières sont désormais susceptibles de recevoir leur part
du patrimoine familial, eh bien, il ne faut pas qu'il y en ait de trop, hein. Le mieux, c'est 1. Bon, si tu induis les pertes potentielles, tu fais 2. Ah, c'est vrai. Donc ça, c'est la première des choses. Alors évidemment, ça a, on le rappelle rapidement, des incidences, au moins sur le territoire. Ben, c'est qu'évidemment, si votre population augmente, le nombre des logements qu'il vous faut, ben, lui aussi doit augmenter. Hein. D'où l'INSEE fait toujours le décalage entre le nombre des logements. Alors le nombre des logements, c'est rapporté au nombre des ménages. Puisque dans l'INSEE, un ménage se définit par les personnes qui ont la même résidence principale. Donc le rapport qui est fait, c'est toujours rapporter le nombre de ménages au nombre de logements. C'est pour ça que lorsque la taille des ménages diminue, ben, en moyenne, il vous faut plus de logements pour loger le même nombre de personnes. Et donc, ce qui nous est dit, ben, c'est que ce qui a tiré sur la période au moins 2011-2016 essentiellement le nombre des logements, c'est d'abord le mouvement migratoire, mais qu'aujourd'hui, c'est à peu près égal entre la diminution de la taille des familles, la question d'une famille monoparentale ou des choses comme ça, avec l'effet démographique. Mais quand même, les Pyrénées-Orientales, ça a une spécificité. Parce que là, évidemment, quand on parle de ça, on parle que des résidences principales. Oui, mais quand on doit parler des logements dans les Pyrénées-Orientales, ce qu'il faut regarder, c'est aussi les résidences secondaires. Et quelle est la spécificité? Alors, en gris, c'est la France, en orange, c'est l'Occitanie, et en bleu, ce sont les Pyrénées-Orientales. Même si ces dernières années, la part du nombre de résidences secondaires a eu tendance à diminuer, il y a quand même une spécificité en matière de logement dans les Pyrénées-Orientales, c'est évidemment le nombre de résidences secondaires qu'il y a sur le département. Je ne sais pas si vous voyez, on est à plus du double de l'Occitanie. Alors, par rapport à la France, elle est pratiquement au triple. Donc il y a un rapport, qui est important, c'est qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de résidences secondaires. Entre 1968 et schématiquement 2000, on va dire 2006 ici à droite donné, le rythme d'augmentation des... C'est peut-être pour moi, parce que comme ils attendent un ministre de l'économie... Tu l'as pas vu ce gag là? Je l'ai pas vu, mais écoute, on ne sait jamais si on m'appelle. Sur un malentendu, Roger, sur un malentendu, ça peut le faire, non? Le rythme d'augmentation entre 68 et 2000 à peu près, pour les résidences secondaires dans les Pyrénées-Orientales, a été 4 à 5 fois supérieur à celui des résidences principales. Sur le dernier tiers, on a construit plus de 4 à 5 fois plus de résidences secondaires. Ce qui explique cela, et ce qui fait du département des Pyrénées-Orientales, après la Corse, le département du littoral méditerranéen qui a la plus grosse part de résidences secondaires, avec évidemment des pointes comme 54% des logements sur le littoral sont des résidences secondaires. 42% dans le massif pyrénéen sont des résidences secondaires, et so on. Je peux même vous dire, par exemple, sur une commune, ce que ça produit, Bagnols-sur-Mer, la population diminue alors que le nombre des logements augmente. Et pourquoi? Parce qu'en plus, ça a un effet prix et autres, et donc les gens ne peuvent pas rester, vivre, avoir un logement à Bagnols, quittent Bagnols, et le nombre on continue à construire des résidences secondaires. Donc ça a quand même des effets concrets sur... Oui. Vous avez pris que la construction de résidences pourrait être résidence secondaire. Vous n'avez pas pris un autre facteur, comme par exemple des gens qui possèdent plusieurs maisons et qui ne les vendent pas, qui les gardent. Alors, là, c'est des résidences secondaires. Par définition, une résidence secondaire sous-entend qu'on a une résidence principale. Ce que je ne pourrais pas répondre, c'est si la résidence principale est sur le territoire ou on n'est pas sur le territoire. Après, en effet, ce qu'on aurait pu montrer, c'est que les Pyrénées-Orientales ont
un taux un peu plus élevé que la moyenne nationale de logements vacants. Ce qui est la réponse. Alors, pour compléter ce que tu disais, l'effet sur le prix du foncier est clairement mesuré. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, le département est, avec l'Hérault, celui où le prix moyen des terrains vendus est le plus élevé. Et je vous rappelle qu'il y a 13 départements. Alors après, pour la slide suivante, la diapositive, je suis un peu embêté. Non, parce que bon, on l'a fait vite. Hein. Mais oui, on a fait vite, Voilà. Bon, ça vieillit. Voilà. On ne veut froisser personne, mais ça vieillit. Donc oui, il y a une particularité quand même. Hein. Il faut le souligner. C'est pas que la question du vieillissement. C'est quand même la part des jeunes, mais on s'en doute bien, s'il y a peu de naissances, ben évidemment la part des jeunes a plutôt tendance à diminuer qu'à augmenter. Donc il y a quand même une dynamique démographique. Et une nouvelle fois, cette dynamique démographique, c'est déjà celle qui est évoquée dans l'ouvrage d'Henri en 1993. Donc ça confirme déjà cette tendance, il l'évoque, que le département est déjà dans les départements dans lesquels la part des plus âgés est la plus élevée, dans les 6 de mémoire dit français. Je pense qu'on n'a pas quitté le peloton de tête, je vous rassure. Hein. On est performant. Si on peut dire, on fait ce qu'on peut pour garder le rythme. Et pour compléter, non seulement donc, il y a l'effet de la faiblesse de la natalité, mais il y a aussi, qui serait visible sur la classe d'âge 15 à 29 ans, il y a le fait qu'une part supérieure à la moyenne nationale des personnes ayant entre 15 et 29 ans quittent le département au moment de se lancer dans des études supérieures. Même si donc ça ne concerne pas toute la classe d'âge, je ne vais pas raconter n'importe quoi, il y a une fuite, il y a une émigration importante dans cette classe d'âge. Plus de 60% des lycéens dans les PO qui vont faire des études supérieures le font en dehors des Pyrénées-Orientales. Malgré l'existence d'une université. Ou des formations, par exemple, BTS ou autres. Alors, on va passer à la question activité économique. Oui. Mais Yves, Eh bien, comment le département des PO? Alors, vous pouvez faire ce que font des tas de gens, c'est-à-dire demander à Wikipédia. Et bien, que dit Wikipédia quand il s'agit d'économie? Le département des Pyrénées-Orientales est un département de tradition agricole. Tradition. Alors peut-être qu'un brin d'histoire, allez, 2 brins, un picotin on va dire, un picotin d'histoire pour expliquer ça. Parce que pour celles et ceux qui habitent ici depuis longtemps, on nous a pris la tête avec la vocation agricole du département. Alors je vais faire, parce que je sais quand même, surtout à nos âges majoritairement, il faut respecter des paliers quand on descend. Donc je vais faire un premier palier, je vais arrêter il y a une quarantaine d'années. Il y a une quarantaine d'années, dans une commune du département qui est proche, qui s'appelle Villeneuve-de-la-Barreau, il y a des terres, des bas-fonds qui sont utilisés pour des prairies, pour le pacage, etc. Et puisque il est question de la vocation agricole, eh bien on a un grand projet. Quand je dis on, ça évite de citer du nom. On va, pour la première fois depuis des siècles, on va mettre de l'eau là où on a drainé. On va faire un lac. Wow! Et attention, hein, c'est pour la vocation agricole, hein, pas y a aucun. Hein, il y en a qui ont mauvais esprit. Non. C'est pour la vocation agricole, parce qu'on fait juste un lac de retenue pour pouvoir arroser mieux. Hein? Je parle d'arroser les cultures, hein, pas de mauvais esprit non plus. Voilà. À Villeneuve-de-la-Barreau surtout. Voilà. Donc,
depuis les Templiers, on n'avait pas fait un coup comme ça. Depuis les Templiers, qui ne nous rajeunit pas, effectivement, on mettait de plus en plus de terre en culture. Et là, on noie. Alors, on ne fera évidemment aucun rapprochement avec un autre projet concernant Villeneuve de la Roche. C'est pas de l'agriculture. Et maintenant que je vous ai fait descendre un premier palier, là, je vous emmène encore plus loin, du genre des visiteurs. 1659. Bon, on va pas en faire un fromage, mais 1659, donc le traité des Pyrénées a des effets territoriaux majeurs. On coupe la frontière aux Albères, ce qui veut dire que ce territoire-ci n'a plus de débouché ni de lien économique possible avec le Sud. Et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer en ayant l'esprit sur aujourd'hui, il n'y en aura pas plus avec le Nord. C'est une province étrangère qu'on appelle ça. C'est comme ça qu'ils causent à l'époque, les ministres et les administrateurs de Louis XIV. Autrement dit, c'est pas exactement... Bon, si, d'accord, c'est désormais... Là, c'est la France. Voilà. Mais, hein, je ne répéterai pas, mais presque c'est une province de papier, hein, comme on dit de certains aujourd'hui. C'est pas vraiment... Français, ouais, bon. Bref, ce que ça veut dire que, par exemple, quand il s'agit de vendre de la laine, parce que figurez-vous qu'on avait un gros il s'agit de vendre la laine, il ne faut pas s'imaginer que maintenant on va la vendre très facilement au-delà des Corbières. Non, non, ça c'est de la rigolade. On ne peut plus la vendre de l'autre côté, sud, et on peut difficilement la vendre parce qu'il y a des droits de douane, des machins, des bidules. Le fer. Il y avait une proto-industrie du fer. Même ça, très compliqué. Autrement dit, c'est un département qui va se retrouver, en termes économiques, réduit dans ses activités. Et si vous ajoutez que, il y a des classes sociales, voilà un mot qu'on n'avait pas prononcé depuis longtemps, dis donc mon gars. Il y a des classes sociales, et il y a notamment, alors des aristocrates, il n'y en a plus tant que ça, parce que il y en a un certain nombre qui se sont dit qu'il serait mieux de l'autre côté de la frontière. Mais il y a ce qu'on appelle des burgesos honorats, des bourgeois honorés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des gens qui sont d'extraction bourgeoise, donc ils ont du pognon, du commerce, etc. Mais ils ont été honorés, autrement dit, on leur donne la possibilité d'accéder à un statut nobiliaire. Et comment ça se passe? Eh bien, ça veut dire qu'on achète des terres, si on ne les a pas déjà achetées. Et en plus, toute ressemblance avec des situations plus récentes étant à exclure, ces gens-là sont en général exemptés d'impôts. Donc, vous imaginez? Elle n'est pas belle la vie. Ils sont considérés comme des nobles. Ils sont exemptés d'impôts. Ils achètent toutes les terres autour de Perpignan. Ce fan couillons. Bon, hein? Formidable dans la vie. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les paysans, parce qu'il n'y a pas que les bourgeois honorables, pour les paysans, il faut se débrouiller avec ce qu'on a, avec le peu qu'on a. Un peu de vigne dans l'Aspre, parce que la vigne, elle est cantonnée sur les collines. C'est surtout ça. Après, on se débrouille. Un peu de légumineuses. Parce que les céréales, oui, il y en a. Le département est une terre de céréales. La Salanque produit un des meilleurs blés du Sud. Mais c'est une question de survie pour une grande majorité de paysans de l'époque qui consiste à chercher à justement faire suffisamment marcher, enfin, produire la terre pour déjà payer l'impôt, parce que si ce n'est pas le bourgeois de Perpignan qui la paye, il faut bien que ce soit quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, eh bien, c'est le PGS, c'est le paysan des environs. Et donc,
cette culture rentière commence à naître et va encore plus s'installer à partir de la fin du XVIIIe, quand finalement être propriétaire de terre va s'imposer pour les grands, mais aussi pour les petits, comme la seule façon de gagner de l'argent, si possible en gagner le plus possible, mais pour certains, ça sera au moins en gagner de quoi payer l'impôt et puis de temps en temps pouvoir se payer une école de l'art. Ah, je suis rassuré, j'ai cru qu'il... Parce qu'à la répétition, elle avait fait un troisième palier, l'homme de Zotabel. Je ne le fais pas ce soir. Rappelle-nous la définition. Les revenus qu'on tire de la terre, ça s'appelle comment en économie? Ce sont des bénéfices agricoles. Oui, et un autre mot pour l'utiliser. Alors, il y a effectivement des rentes foncières. Le terme en général utilisé notamment par les classiques en économie pour parler des revenus liés aux activités agricoles quand on est propriétaire, évidemment. Quand on est propriétaire, c'est la rente foncière. Juste, alors, pour revenir, vous voyez bien, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est est-ce que les Pyrénées-Orientales sont spécifiques? Regardez, l'Occitanie et la France, c'est à peu près équivalent. En secteur d'activité, en part de secteur d'activité, d'accord, les Pyrénées-Orientales se singularisent fortement et de l'Occitanie et de la France. Il y a bien donc quelque chose de particulier dans le territoire dont il va commencer à tracer. Alors évidemment, on ne peut pas le faire pour tous les secteurs, mais on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est très particulier, avec un secteur, le dernier, les administrations publiques, la santé, l'action sociale, qui évidemment, par rapport à d'autres territoires, est bien plus prépondérant. Alors évidemment, comme c'est des pourcentages, ça fait mécaniquement baisser les autres. On voit bien quand même qu'il y a, de ce point de vue-là, quelque chose qui est très particulier dans les Pyrénées-Orientales. Je le redis, je le redirai. Henri, c'est ce qui monte dans le livre de 93. Il y a déjà cette spécificité. Or là, c'est des chiffres de 2022. Ça, c'est la part des emplois. Oui. En fait, l'agriculture n'est pas une vocation. L'agriculture, c'est la seule activité qui est restée possible à partir de la fin du XVIIIe siècle. Ce n'est donc pas une vocation, c'est ce que l'on est obligé de faire quand il n'y a plus rien de possible ailleurs. Alors évidemment, ce qu'il y a un peu de, comme ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, à côté des agriculteurs, il y a l'administration publique, l'enseignement, c'est-à-dire ceux que les propriétaires locaux appelaient il y a encore peu de temps « os bailnets del govern », les valets du gouvernement. Et là voilà, les valets du gouvernement, ils sont une primauté quand même. Alors, une nouvelle fois, toujours pareil, ce qui nous intéresse, c'est de regarder les Pyrénées-Orientales. Alors là, il faut qu'on soit un tout petit peu vigilant avec vous, c'est que les catégories ne se cumulent pas tout à fait, puisque la catégorie actif de l'INSEE, c'est une catégorie d'âge. Bon, avant tout, c'est les 16-64 ans, qui enlèvent ceux qui, sur cette période, sont soit en études, soit déjà à la retraite. Donc, qu'est-ce qui ressort dans les données récentes? C'est que, premièrement, vous voyez, la part des inactifs. Alors, attention, les inactifs, ne comptez pas les retraités. Ici, par définition, ici, on est. Ça ne prend pas que les retraités. Donc, cette part des inactifs, évidemment, a tendance à augmenter. La part des actifs, elle, a tendance à diminuer. Actifs en emploi, pardon. Ce qui veut donc dire que dans la catégorie de ceux qui sont en âge, il y en a un nombre plus important qui sortent ou renoncent à l'emploi, parce que sinon c'est ma somme avec le chômage. Donc il y a une partie de la population, on va le voir après, qui disparaît un petit peu, avec évidemment une spécificité, là on n'a pas fait pour le comparer, mais évidemment c'est une particularité qu'a les Pyrénées-Orientales. On se distingue, le département, avec... Alors, le taux de chômage, c'est toujours plus compliqué, puisqu'on voit bien que selon les périodes, ça fluctue, mais je vous rassure, on est quand même bien placé au niveau national. Mais ça fluctue. Mais par contre, la singularité, c'est le pourcentage des actifs en emploi, le pourcentage des actifs.
Je vous donne juste une anecdote. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, avec un collègue qui travaille sur ces questions-là, on va voir la CAF en leur disant « Ouais, on veut mener une étude pour savoir si il n'y a pas, quelles sont les difficultés qu'en rencontreraient les couples ou les monoactifs pour accéder à une place en crèche. » On savait qu'au niveau national, l'accès au niveau des places en crèche était très compliqué et autres. Et ils nous répondent pour les Pyrénées-Orientales, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté pour accéder aux places en crèche. Alors vous allez me dire, c'est parce qu'ils ne font pas d'enfants. Certes. Non, on va le voir, c'est certainement parce qu'il y a d'autres choses. Et une des raisons, c'est la proportion de ceux qui ne cherchent pas nécessairement à avoir un emploi et qui sont dans le département. Ils y reviendront donc forcément. Alors, toujours pareil, pour mieux comprendre ça, c'est quels sont, rentrant plus dans le détail, quels sont les statuts associés à l'emploi dans les Pyrénées-Orientales. Première des choses qu'on peut remarquer, c'est que la part des salariés est plus faible dans les Pyrénées-Orientales que on l'observe en Occitanie, mais qu'on l'observe au niveau en France. Alors évidemment, inversement, la part des non-salariés est, elle, plus élevée. Deuxième élément, si je regarde les salariés, ce n'est pas des chiffres qui doivent vous surprendre. La part des CDD dans les Pyrénées-Orientales plus l'intérim est bien plus élevée que ce qu'on observe à l'échelle de l'Occitanie ou qu'on observe à l'échelle de la France. Il y a notamment à souligner, à propos des CDD, le poids de la saisonnalité. Ce qui caractérise aussi les Pyrénées-Orientales, c'est le poids de l'emploi saisonnier, qui est effectivement un emploi en CDD. Je ne parle pas des emplois saisonniers en intérim. Il s'agit ici des emplois saisonniers en CDD qui sont essentiellement sur l'agriculture ou dans les activités liées au tourisme. Et nous sommes le département de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée qui a le plus fort taux d'emploi saisonnier. Sur les non-salariés, il y a juste un chiffre, celui pour expliquer ce que je disais tout à l'heure, c'est celui des aidants et aides familiaux. Dans les Pyrénées-Orientales, vous allez me dire c'est 0,3, c'est pas beaucoup. Oui, mais si je prends l'Occitanie, c'est 0,1, donc c'est 3 fois plus dans les Pyrénées-Orientales des gens qui sont positionnés comme aides familiales. Vous allez me dire qu'il n'y en a pas un seul en France. Si. Mais le chiffre c'est 0,04. C'est-à-dire que là, le rapport, c'est pas de 1 à 3, c'est de 1 à 8. Rappelons quand même que les aides familiaux, ce sont des personnes qui travaillent dans des unités artisanales ou agricoles et qui ont ce statut d'emploi, qui est aide familiale ou aide familiale selon le cas, parce que ces personnes-là, ça peut être donc la femme d'un agriculteur qui travaille sur l'exploitation, voire son fils éventuellement, et c'est pareil du côté de l'artisanat et du commerce de détail. Donc, une nouvelle fois, ce qu'on montre là, c'est déjà dans l'ouvrage de 93 d'Henri, il y a une spécificité en matière d'emploi, avec une part déjà moins importante des salariés et des formes d'emploi largement différentes de ce qu'on observe au niveau national. Parlons un peu de sous quand même, nous économistes. Bon, je vais commencer par la dernière ligne. Vous allez dire pourquoi c'est un moins. Parce qu'en général, quand on vous prend des impôts, ça vous baisse votre revenu, non? C'est plutôt ça. Donc évidemment... Le total est égal à 100. Voilà. Le total vertical, le total par colonne est égal à 100. La première des choses qu'on peut noter, c'est qu'évidemment, dans les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées-Orientales se caractérisent par, vous la prendre, un département plutôt pauvre, évidemment. Quand vous êtes plutôt pauvre, vous payez plutôt moins d'impôts. C'est pour ça que c'est moins 14 ici, qu'au niveau national, c'est moins 17. C'est ça. Mais quelle est la spécificité? Regardez. Quand on regarde les pensions, les retraites, évidemment, c'est bien plus élevé que ce que l'on observe au niveau national. Mais c'est normal, il y a des retraités. C'est normal qu'on observe cela. C'est l'avantage quand tu es vieillissant, tu bénéficies d'une retraite. Et on observe,
c'est légèrement plus important, évidemment, les revenus liés au patrimoine, hein, qui n'est pas exactement la rente, hein, c'est pas que la rente, mais voilà, hein, qui est légèrement plus élevé que ce qu'on observe au niveau national ou de l'Occitanie. Juste une précision sur le mot rente. Les retraites, contrairement à ce que certains éditorialistes aux ordres cherchent à faire passer, les retraites ne sont pas une rente. Et je le dis en pensant, y compris à celles et ceux qui parlent des langues étrangères, en allemand, le retraité se dit der Rentner, comme on dit le rentier. Non. Non, il faut mettre les points sur les i. Le retraité n'est pas un rentier. Une retraite n'est pas une rente. C'est un salaire socialisé. Et si quelqu'un dit le contraire, et puis qu'il vienne la prochaine manière. Ou qui disent Bernard Friot. Mais quand on regarde ça, il y a... C'est juste pour vous donner une indication, on pourrait se dire, bon oui, d'accord, les revenus des activités sont moins élevés dans les PO et autres. Ouais, il n'y a pas qu'un effet volume des PO et absence d'emploi. Il y a un effet concret. Les salaires dans les PO sont moins élevés que dans le reste. Alors là, on a pris juste pour les cadres, le top du top, hein. Alors, il vaut mieux prendre le top tier parce que si vous prenez les plus bas, ils sont au salaire minimum et comme c'est plus le salaire minimum d'antan, voilà, hein, il est le même national. Mais regardez, hein, les Pyrénées-Orientales, quand on regarde, quand on compare à l'Occitanie, ben, on est en dessus. Alors ça, c'est le salaire horaire moyen des cadres. Hein. Quand on compare par rapport à la France, ben, on est bien en dessous. Quand on compare par rapport à Paris, il n'y a vraiment plus photo. Hein. Ça me rappelle un exemple. Parce que tout à l'heure, on a parlé de culture économique, et culture économique, en gros, ça nous dit qu'est-ce qui est normal. Qu'est-ce qu'il est normal en économie dans le département? Qu'est-ce qu'il est normal de faire, de dire? Et ça me rappelle une expérience. C'était il y a une trentaine d'années, et je faisais partie des représentants syndicaux dans une commission paritaire travaillant sur la formation des salariés du département. Et donc on avait notamment à donner notre avis sur des projets de formation qui nous étaient proposés par différents organismes. Et il y en a un qui nous proposait de créer en alternance un BTS destiné à l'hôtellerie, département donc, avec une forte activité hôtelière. Donc, on avait à se prononcer sur un BTS hôtellerie. Et en plus, le hasard faisant toujours bien les choses, une des représentantes patronales, c'était la responsable de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, l'UNIH. Donc, nous discutons, nous nous prononçons les uns les autres, et cette dame intervient en disant « Oui, nous trouvons ça très très intéressant. C'est un projet très très intéressant de former des jeunes à ce niveau de BTS. Mais, je dois vous dire, on ne les paiera pas plus cher. » Ce qu'on appelle politique salariale rigoureuse. Donc, pour lancer la discussion, on est d'accord, hein, il n'y a pas de doute, l'économie des Pyrénées-Orientales a des singularités et se distingue bien de ce qu'on peut observer à l'échelle de l'Occitanie, hein, à l'échelle de la France. Alors, on avait un collègue, le livre qui avait travaillé, essayé de faire l'ensemble des départements, Jean-Marc Hubonnet. Ça avait été compliqué, mais quand même, ce qu'il montrait, c'est que même l'Aude ou l'Ariège, qui nous sont proches, avaient des différences. Alors, c'était des travaux autour de 2005-2006, hein, étaient légèrement différents des Pyrénées-Orientales. C'est-à-dire que quand même, ce qu'évoquait Yves
la singularité locale, on pourrait se dire oui, mais l'Aude est à peu près pareil. Non, il avait lui montré qu'il y avait déjà dès l'Aude des différences, l'Ariège aussi, et ainsi de suite. Donc il y avait vraiment une spécificité et autre. Ça, c'était la première chose. La deuxième des choses, c'est ce qui nous intéressait au jeu, c'est de dire est-ce que ce que Henri avait montré en 93 a changé ou pas? La réponse, ça n'a pas changé. Or, c'est quand même assez étonnant. Parce que depuis 1993, beaucoup de choses ont changé, non? L'économie nationale n'est plus tout à fait la même. La place de l'Europe, l'ouverture de la frontière a changé quand même des choses. Même la mondialisation, on pourrait dire, qui s'est accentuée, aurait dû changer des choses. La réalité, c'est que malgré ces changements à des échelles plus importantes, on ne voit pas de changement significatif au moins sur la culture économique qu'on observe dans les Pyrénées-Orientales. Juste un point pour compléter, une précision. Quand on dit que c'est un espace entier, on veut dire par là que les revenus tirés donc de la propriété, du patrimoine, etc., c'est-à-dire des revenus qui n'impliquent aucune participation à l'activité productive. Vous êtes propriétaire, vous mettez votre terre à disposition, vous mettez vos appartements en location, et vous palpez la somme à la fin de la semaine quand c'est du tourisme, etc. Donc, eh bien, à l'époque, donc nous n'avons pas pu pour le moment encore actualiser ces chiffres, mais à l'époque, le département des Pyrénées-Orientales était le 3e de France dans le classement par importance de ce type de revenus. Le premier, c'était Paris, évidemment Neuilly, Auteuil-Passy. Le deuxième, c'était les Alpes-Maritimes. Je ne ferai pas de commentaire, je suis un garçon propre. Et le troisième, c'était ici. Nous étions le 3e département et il y a de fortes chances pour que ce soit à peu près toujours le même classement. Donc ça, c'est un trait spécifique de la culture entière, avec toutes les précisions. Un autre, c'est que revenons sur l'agriculture. L'agriculture, depuis toutes ces années-là, donc, est encore moins en position de vocation agricole, puisqu'on a vu que déjà c'était une tendance à faire de l'activité agricole par défaut. Depuis les années 1990, le nombre d'exploitations a baissé de façon drastique, le nombre de la partie cultivée de la surface agricole, de la surface départementale a considérablement reculé. Et principalement, en fait, cette déprise agricole s'explique par le recul de la vigne, parce que ce sont les vignes qui sont les premières touchées quand il s'agit effectivement de céder la place. D'abord parce qu'il y a souvent des terres, des vignes qui sont cultivées sur des petites ou moyennes exploitations. Et donc, finalement, quand on est sur les environs de Perpignan, eh bien, quand l'occasion se présente, c'est souvent préférable de vendre la terre, quand on voit que par ailleurs il y a des primes à l'arrachage, etc. Robert, je te prends un témoin, tu me disais qu'entre Poyestre et Nils, de Bignès, et tout. Oui, moi je peux dire Cabestany, la cave coopérative, début des années 80, 50 000 hectos chaque année. Aujourd'hui, la cave coopérative de Cabestany, c'est Cabestany, Salé, Alenia, Villeneuve-de-la-Raho, ils font 8000 hectos. Et ce n'est pas une fatalité due au climat ou à je ne sais quoi. Toi, toujours, tu fais du vélo de l'autre côté. Ça m'arrive des fois de m'égarer en vélo. Et c'était cet été, j'étais perdu à Vic. Et je voulais rentrer en France. Et je me suis dit, tiens, je vais passer par la Cerdagne, ça va être un raccourci. Je ne sais pas si vous connaissez Vic et autres, mais quand vous faites du vélo là-bas, régulièrement votre nez est attiré par une odeur parce qu'il y a des fermes de partout. Il m'arrive de faire du vélo dans les Pyrénées-Orientales, pour trouver des fermes, il faut s'accrocher quand même. Et donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, vous voyez, pour l'activité agricole, passer la frontière, vous allez voir des fermes, vous allez voir de l'activité agricole. Ici, on ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais on voit bien que ça n'occupe pas la même place
notamment que dans l'imaginaire qui est véhiculé par certains. Mais, juste histoire de mettre un bémol qui nous permettra tout à l'heure peut-être de rebondir, quand on regarde l'évolution du volume de travail pour l'agriculture, on observe qu'effectivement, il y a une baisse du nombre d'actifs due à la diminution du nombre d'exploitations. Mais quand on regarde dans le détail entre les actifs exploitants, les aides familiaux dont on a parlé, et les salariés permanents ou saisonniers, eh bien on observe que justement la baisse concerne exclusivement les exploitants et les aides familiaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'emploi salarié est majoritaire dans le volume total de l'emploi agricole. Donc, voyez-vous qu'elle est propriétaire au Sulpara. Peut-être que son père était propriétaire. Et maintenant, ce qui fait tourner l'agriculture, de plus en plus, ce sont des salariés permanents ou saisonniers. C'est peut-être pas à négliger pour la suite des opérations. Ah mais non. Pardon. C'est dû à quoi? Enfin, c'est dû à une concentration de l'activité agricole. Pourquoi il y a plus de salariés que de... Parce que c'est surtout dû à l'augmentation de la taille des exploitations en viticulture et surtout en arboriculture. D'accord, d'accord. Donc c'est de la concentration. Le terme, il y a de la concentration. Oui. Les investisseurs. Alors, on n'est pas trop touché pour le moment par le phénomène donc de ce qu'on appelle, justement, là c'est un terme, excuse-moi, mais ça m'arrache toujours les lèvres de parler d'investisseurs pour des gens qui se contentent de placer leur pognon, excusez-moi. Fin de parole. Bon. Les gens qui placent leur argent, on va dire comme ça. Les gens qui placent leur argent, donc, il y en a certainement dans le département qui ont ces pratiques, mais ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve autant que dans d'autres départements comme l'Hérault ou la Bretagne. Là encore, ça mérite d'être affiné. Mais... Alors la question évidemment, mais faut-il en sortir? Parce qu'après tout, comme moi je regarde ce que certaines institutions disent du département, ils disent que c'est un département merveilleux, où il fait bon vivre, où on est heureux. Faudrait-il changer quelque chose? Des collègues de l'université avaient fait il y a longtemps une étude sur les jeunes, notamment dans le Val-Espire, où le slogan qu'ils en avaient sorti, c'était « Voulez-vous rien foutre à le pays ». Pourquoi changerait-on quelque chose si on est si heureux et autres C'est une première question qu'on pourrait se poser. Alors c'est vrai que Henri, dans l'ouvrage, essayait de tracer des pistes pour en sortir, parce que rester dans la culture entière, vous comprenez bien que ça veut dire rester sur les indications qu'on a données en matière de type d'emploi, en matière de salaire, et ainsi de suite. Quand tu évoques le développement du salariat dans l'agriculture, oui, mais c'est quel type de salariat? Il y a du permanent et il y a du saisonnier. Oui, mais avec quel niveau de responsabilité? Par exemple, moi j'ai des collègues à l'université, alors en plus il y en a un qui est là, où il travaille beaucoup sur la question du tourisme et autres. Oui, combien de cadres dans le tourisme dans les Pyrénées-Orientales? Donc on peut s'interroger, vous voyez, sur le type d'emploi. La dernière fois, j'avais vu, ils étaient trop contents, peut-être, à PMM, parce que un centre pour répondre au téléphone allait s'installer. C'est quand même merveilleux comme type d'emploi, ce qui est proposé. Donc, oui, mais une autre fois, c'est ce que rappelle le livre, c'est exactement ça la culture entière. On ne va pas prendre de risques. Ça veut pas dire on fait des activités, mais quand même sans prendre de risques, sans être dans du capital risque, investissement. Non, on joue à coup sûr. Et maintenant, essayons quand même de regarder les axes possibles. Henri Solorz disait, voilà, parmi les secteurs d'activité repérables pour éventuellement une sortie de l'économie rentière, il y avait les transports, l'agriculture et les industries agroalimentaires. Alors je vais revenir sur l'agriculture, parce qu'avec agriculture et industrie agroalimentaire, on peut envisager le développement d'une filière. Alors attention, là, on va être, pour terminer, précis là-dessus. D'abord parce que il faut voir
de quelle industrie et de quelle agriculture on parle. Mais il y a quelque chose quand même qui nous a paru intéressant. Le département est en France le 5e département par la superficie, par la part de sa superficie en agriculture biologique. Si on ajoute d'autres labellisations, c'est un département qui a beaucoup modifié sa place dans la carte des activités agricoles nationales au profit donc de l'activité de ce genre, d'activités labellisées. Je reviens sur l'agriculture biologique. En même temps que se développe cette agriculture, là on prend les chiffres de l'INSEE, il n'y a pas de toute façon à discuter, on voit aussi que la vente locale se développe, soit en vente directe, très majoritairement, soit éventuellement la vente avec un seul intermédiaire, donc quand on livre à un commerce local, etc. Mais il y a un développement de la vente directe. Pensons qu'il y a 40 ans, le maître mot pour les dirigeants de l'agriculture locale, c'était l'exportation. C'était l'exportation, c'était une exportation, et en même temps, c'était comment dirais-je, se former de plus en plus à l'utilisation d'intrants, voire d'intrants en termes de substrat de culture, la fameuse culture hydroponique dont on parlait il y a 40 ans. Donc, en quelque sorte, l'agriculture se rentrait dans un processus qu'on appelait un processus d'extraversion. Elle travaillait de plus en plus avec l'extérieur, soit pour se fournir, soit pour vendre. Ce qui est en train de se passer depuis une vingtaine d'années, c'est un mouvement inverse. Et pour terminer, donc, bien sûr, qui dit cette agriculture-là, dit la possibilité de transformer ces produits-là. Et pour terminer, il y a juste un truc auquel j'ai pensé, notamment dans la manif d'hier, mais pas que. La Confédération paysanne a fait, depuis des années, des scores de plus en plus forts aux élections à la Chambre d'agriculture, aux dépens principalement des syndicats majoritaires, FDSEA et Jeunes Agriculteurs, qui ont perdu la majorité absolue dans le département, à la Chambre d'agriculture, ça mérite d'être noté. Et ne parlons pas de la coordination rurale, ça nous fera de toute façon du bien. Et donc, la Confédération paysanne, je vais terminer sur un truc d'histoire, après on a la tête comme ça. Avant de s'appeler la Confédération paysanne, ça s'appelle Syndicat des paysans travailleurs. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce département? Parce que parler d'une transition, ça suppose aussi des forces qu'il apporte. Ça suppose des forces qu'il apporte et qu'il apporte à partir de conditions matérielles en train de naître. Les conditions matérielles en train de naître, c'est le passage d'une agriculture qui se tourne avant tout vers l'extérieur pour exporter et acheter des intrants, à une agriculture qui se recentre sur le local. Une agriculture qui pourrait contribuer, par exemple, à la lutte contre les méga-feux. C'est quelque chose qui a été évoqué par des études récentes de l'INRA et autres à partir des incendies qui ont ravagé l'Aude, en se recentrant ici. Mais quelle force pour, à la fois, appuyer les transformations en agroalimentaire à la matière, quelle force pour faciliter l'accès à l'épargne de ce genre d'activité, autrement dit, pour détourner une partie de l'épargne qui part à la rente foncière, enfin je veux dire aux activités foncières, pour aller dans ce genre d'activité. Quelle force sociale, quelle force politique. Quand je vois qu'un syndicat d'agriculteurs manifeste avec les salariés, quand je vois que dans l'agriculture, les salariés sont de plus en plus nombreux, sans négliger ce que tu as dit sur les conditions en question, et quand je vois quand même que, après tout, la fonction publique, c'est pas mal, ceux qui travaillent et celles qui travaillent pour les services publics. La question est peut-être, quelles sont les forces qui peuvent porter une transition? Les manifs, ça sert à quelque chose. Juste pour finir, voilà, ce qui nous semble important, et ce que dit Yves à la fin est essentiel, c'est que ce qu'il faut quand même réaliser, c'est que
cette idée de les Pyrénées-Orientales et à une culture entière, au moment du livre d'Henri, a été reçue, a été repris. Les médias, les articles et autres, tout le monde s'en est à la fois étonné et, entre guillemets, ça aurait pu générer un mouvement ou quelque chose pour en changer. On pourrait se dire aussi que l'arrivée de populations nouvelles sur les départements pourrait insuffler quelque chose de nouveau en termes de culture. Or, et c'est ce qu'on essaie de montrer aujourd'hui, c'est que le changement de ce point de vue-là, ça doit être difficile. Et donc, ce qu'évoque Yves sur la question de force, c'est parce que les résistances, certainement, sont elles aussi très fortes. Mais tu avais une question là. Non. Oui, vous parlez de culture, donc la culture c'est une manière de penser et d'agir, qui sont apprises, transmises et partagées. Il n'y a pas de culture sans ces trois éléments. Et il y a quand même de belles pistes de recherche. Comment est acquise la culture de la rente? Comment elle est transmise, la culture de la rente? Et jusqu'à quel point elle est partagée? Et là, on revient sur votre dernière remarque. C'est-à-dire, est-ce que dans ce contexte de partage non questionné, on n'entend pas? Nicole n'entend pas. Oui, je disais qu'une culture, c'est bien sûr des façons de penser et d'agir, mais c'est aussi des façons qui sont acquises, transmises et partagées. Et donc, pour reprendre les dernières remarques, ce qui est important, c'est de savoir comment cette culture de la rente elle est acquise, par qui, comment elle est partagée, comment elle est transmise aussi. Et je pense qu'il y a de belles pistes de recherche aussi pour des universitaires qui pourraient travailler avec des sociologues là-dessus. Voilà. Même si je peux te donner une très belle anecdote, il est arrivé à l'université de Perpignan un jeune collègue très dynamique qui très rapidement est devenu président de l'université. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a épousé une riche héritière. Il habite un château. Mais il a divorcé, non? Si tu veux savoir comment ça s'acquiert rapidement. Tu sais, moi je suis totalement la caricature de ce que vous avez montré. Je suis un enfant de la rente, complètement. Et Yves pourrait le détailler complètement. Et justement, les déterminismes structurels comme ça, ils sont très puissants. Une remarque aussi où j'ai vraiment appris quelque chose ce soir, c'est comment différencier la vallée du Ter de la vallée du Tech, qui sont deux vallées jumelles avec la même eau qui irrigue les deux côtés. Tu as parlé de Vic. Voilà. Et comment, en fin de compte, et donc il va parler du traité des Pyrénées, qui a cassé énormément de choses, et comment la vallée du Ter a été la source de la richesse de Barcelone. Quand tu lis La ville des prodiges, par exemple, de Mendoza, tout le pognon de Barcelone, il est né dans la vallée du Ter, avec l'industrie textile, et essentiellement un peu de fer, mais beaucoup d'industrie textile. Textile qui était soie et coton et pas laine. Parce que le duo devient un trio avec Robert Magenti, également économiste. Je suis arrivée pour expliquer qu'il y avait effectivement ce fonctionnement assez tutélaire avec ceux qui possédaient et ceux qui ne possédaient rien. Et puis la deuxième interrogation, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'agriculture est une agriculture qui est plutôt une agriculture vivrière, et est-ce qu'on est un peu plus en autonomie dans le département avec notre propre agriculture, ou est-ce qu'on continue d'importer régulièrement de quoi nous subvenir à nos besoins, voilà. Et puis j'avais une troisième intervention, mais je ne m'en rappelle plus, donc c'est pas grave. C'est toujours pareil, c'est les classifications de l'INSEE, et là, quand tu passes en 5, c'est en 5 secteurs d'activité économique, ça réduit très fortement. Et donc, la question qu'il y a dans les Pyrénées-Orientales, oui, il y a un peu d'industrie. Mais comme au niveau national, c'est très faible aussi, tu le retrouves. Donc c'est plutôt, le point de distinction, il n'est pas là. Mais il y a un petit peu d'industrie. Alors Yves rappelait la proto-industrie qui était les forges catalanes et autres. Il y a toujours
Donc, alors, ce qui peut-être est particulier pour les PO, alors on n'a pas voulu l'utiliser, c'est la taille des structures. C'est-à-dire qu'on va trouver plein de petites industries, mais des petits établissements. Certainement que si on allait observer sur d'autres territoires, la part serait pas, mais ce serait des établissements de taille différente. Des établissements industriels qui ont entre 250 et 400 salariés, il y en a 5 ou 6. Tu as Orimed qui fabrique du papier pour des produits pour l'équipement médical dans la vallée du Tech à Amélie. Tu as Florette qui fait le conditionnement de salade en salon. Tu as République Technologie qui a pris la relève de Job pour ce qui est du papier spécialisé. Tu as encore les bouchons Chocolat. Le chocolat. C'est le contre-exemple. Il y a Cantabile. Et alors, pour revenir sur l'agriculture, pour revenir sur l'agriculture, dire que c'est une agriculture vivrière, disons que c'est une agriculture qui se replace effectivement sur le marché local, oui. Mais d'un autre côté, à nuancer, parce que selon un indicateur qui vient d'être élaboré récemment, qui s'appelle le potentiel nourricier des différents départements, la grande majorité des départements français ont ce qu'on appelle un potentiel nourricier supérieur à 100, voire supérieur à 200. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, compte tenu de leur surface agricole, ils peuvent nourrir à 100% leur population. Si on dépasse 200, ça veut dire que le département en question peut nourrir plus que sa population. Ici, nous sommes entre 20 et 50%. Autrement dit, nous en sommes loin. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais que c'est une tendance qui s'inverse sans être pour le moment suffisante. Et puis il faut rappeler, quand tu avais dans la plaine de Roussillon presque une mono-activité, la vigne, alors tu peux être autosuffisant d'un point de vue alimentaire, mais il ne faut que boire. Rappelons quand même que la vigne dans le département est une histoire récente. Oui, bien sûr. On a ici, à la différence de ce qui se passe de l'autre côté des Corbières, on a un triptyque qui est vigne, arboriculture, maraîchage, qui a été tourné vers l'extérieur tout autant. À la fin du 19e siècle, les maraîchers catalans vont voir ce que font les maraîchers du Vaucluse pour prendre en quelque sorte des expériences et voir comment ils peuvent développer eux aussi une culture légumière tournée vers l'exportation du département grâce à l'arrivée du train. Le train arrive à la fin des années 1860. Donc on est ici sur un triptyque qui commence à se mettre en place dans la deuxième moitié du 19e siècle. La vigne va remplacer les grandes cultures. La vigne va remplacer en salanque les céréales. Avant la vigne, jusqu'au milieu du 19e, la vigne était sur les coteaux. Elle est descendue en plaine. Mais on reste quand même, ce n'est pas l'agriculture de l'autre, ce n'est pas l'agriculture de l'Hérault. Question suivante. Et c'est la première fois de ma vie que je m'intéresse au travail des économistes, parce que tous mes copains m'ont dit « Ah, mais c'est le nec plus ultra, vraiment, il faut venir ce soir. » Donc, je vais avoir des questions très naïves. La première, c'est dans les catégories qui ont été données. Moi, à chaque fois qu'on m'a parlé de l'économie des PO, on m'a dit c'est l'agriculture et le tourisme. Or, le tourisme, il est noyé dans les différentes catégories que vous nous avez présentées. Et du coup, toute ma structure de l'économie des Pyrénées-Orientales, là, je ne la retrouvais pas. Bon, vous m'expliquerez la raison de ces catégories. Alors la deuxième, je suis désolée, c'est des questions très naïves. Donc ici, on m'a toujours dit aussi, dans les Pyrénées-Orientales, l'économie parallèle, c'est quelque chose. Alors il y a notre mafia, qu'on retrouve un peu partout, il y a les trafics en tout genre, et il y a les petites entraves à la loi avec des façons de détourner le fisc. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, et on ne le prend pas en compte du tout dans le travail de l'économiste. Alors, voilà. Alors,
Comme ça, on va pouvoir répondre à deux. D'accord. La délinquance économique, ça existe, hein, même si aujourd'hui on a beaucoup plus de mal à la trouver sur la toile. Bizarrement, elle est exclue par d'autres questions de sécurité. La délinquance économique, Henri Solence l'avait mesurée grâce à des travaux de juristes à l'époque. Et justement, contrairement à une affirmation trop souvent entendue, ce n'est pas comme partout. C'est aussi quelque chose qui spécifie le département. Alors pas que lui, mais ce département a, dans sa culture rentière, une place particulièrement importante accordée justement à la délinquance économique. Alors délinquance économique, ça veut dire que sur les prix, sur les facturations, sur les non-déclarations, etc., etc. Et je vais vous finir sur un exemple avant de passer la parole à mes petits camarades. Justement, encore pour parler de normes et de culture. Je rappelle, hein, la norme, c'est ce qui dit ce qui est normal dans le département. Alors imaginez, vous êtes sur la place d'une commune du littoral nord du département, donc je ne vous évidemment pas du nom. Et des gens viennent d'entendre dire que le maire avait été mis en examen. Et t'as entendu Hervé qui parle de ça. Qu'est-ce qu'il reproche? Il l'empêche de faire un truc merveilleux qui fait venir des centaines de milliers de personnes. Et en plus, c'est normal ce qu'il fait. Tout le monde le fait. Ah. C'est ça la rente. C'est ça la culture. La culture, c'est ce qui nous dit ce qui est normal. Eh bien, dans cette commune du littoral nord, il est normal, dans la tête des gens, normal, de se dire que ce que fait le maire, où est le mal? Juste, alors, pour répondre rapidement aussi sur... pour partir, évidemment, les données de l'INSEE, les données que l'on a, sur ce que tu appelais l'économie parallèle, évidemment qu'on n'a pas grand-chose, puisque par définition, ces gens-là ne vont pas voir l'INSEE pour faire les déclarations. C'est juste un petit problème technique à résoudre. Il faudrait leur indiquer les bureaux de l'INSEE pour qu'ils aillent faire les déclarations. Bon. Mais pour les Colombos de l'économie, tout à l'heure, tu avais ton tableau, tu peux en revenir dessus? Le tableau de l'emploi? Je ne sais pas, les lunettes, donc c'est compliqué. Là, je fais sans les lunettes. Hein, le tableau où il est question de la hausse de la part des inactifs. Ah oui. Alors, à ton avis, parmi ces inactifs, ils sont tous si peu actifs? Mais j'attire l'attention sur les données qu'avait utilisées Henri, donc le travail notamment du collègue Camille Guéry, c'est que quand il disait la délinquance économique, c'était essentiellement parce qu'il était allé regarder, ils avaient fait une observation des tribunaux, c'était essentiellement des chefs d'entreprise qui trichaient. Ne me trompez pas, hein, dans les données statistiques qui sont, la culture, je veux bien entendre dire que là, oui, mais c'est bien le principe de la culture, c'est à tous les niveaux que ça retrouve des chiffres qu'il avait, c'était la délinquance économique, c'était la délinquance d'un taux de combien de chefs d'entreprise avaient été attrapés en ne respectant pas la loi. Donc oui, il y a une sécurité. Alors je pense quand même, pour l'aspect tourisme, bien sûr qu'il y est. Alors, il y était dans le chiffre, il n'y est pas en tant que secteur spécifique et tout, parce que si on va chercher le tourisme, ça multiplie les secteurs économiques. Il n'y a pas de secteur. Oui, voilà, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Voilà. C'est nous qui le faisons quand on va faire du tourisme. Mais on pourrait aller chercher les chiffres du tourisme, mais sinon, après, le problème par rapport à la présentation, c'est que ça te multiplie les catégories. Mais où on sait que c'est prégnant le tourisme, c'est sur ce qu'on a dit, sur la question de l'emploi, des CDD et de la saisonnalité. Et donc, on sait très bien que ça joue. Mais le tourisme, je rappelle juste, c'est l'archétype de la culture entière. Sur quoi il jouait le tourisme ici? Sur le soleil, la mer, la montagne. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire pour avoir le soleil, la mer, la montagne dans les pays hauts? Fermer la frontière. Donc, il n'y a pas, par exemple, essayer de trouver
un hôtel, 5 étoiles plus, je sais pas quoi, et autres. Non, c'est pas ça. Alors, ça a un petit peu monté en gamme, mais qu'est-ce que c'était le tourisme dans les Pyrénées-Orientales pendant longtemps? Le camping. Le camping municipal d'Argelès, voilà, ça c'est le truc. C'est un des départements qui a le plus de terrains de camping de France. Oui. Le terrain de camping, c'est typiquement là, le tourisme de rente. On avait des vignes, on avait des vaches, on y met des caravanes et des magasins. Du coup, Stan, jeune inactif. C'est vraiment terrifiant là ce que j'ai vu. Vous savez s'il y a un train demain matin, c'est quoi le premier train pour Toulouse ou Montpellier ou... Parce que c'est vraiment... ouais, ça fait flipper. Mais plus sérieusement, justement, vous avez parlé de différentes possibilités justement d'investissement dans la région. Est-ce que c'est possible notamment d'avoir il y a des possibilités d'investir dans l'industrie par exemple? Je sais que vous avez parlé que voilà, il y a des ressources naturelles dans les Pyrénées. Et voilà, est-ce que c'est possible? Il y a un axe de développement à ce niveau-là, parce que après c'est vrai que dans le secteur primaire, les gains de productivité sont moins élevés que dans le secteur secondaire notamment. Et également, est-ce qu'il y a des possibilités de développement, notamment avec l'Union européenne? Maintenant, les frontières, ils sont beaucoup, il y a beaucoup de, voilà, ils sont maintenant disparus, mais économiquement, on a un pôle économique important à Barcelone, notamment, et la Catalogne. Il y a des possibilités d'investissement d'Espagnols justement dans la région. Est-ce que c'est pas aussi une possibilité de développement maintenant que la frontière, le traité des Pyrénées est caduque désormais? Donc, y a-t-il un axe de développement? Alors, la particularité de l'emploi dans les PO, c'est cette part d'emploi de CDD et d'intérim, fait qu'en réalité, il y a un turnover très fort, et donc des opportunités d'avoir des contrats, paradoxalement, ne sont pas si faibles que ça. Et donc oui, mais tu vois, c'est saisonnable. Oui, mais ça produit un effet étonnant. C'est que si tu regardais en termes de dynamique et autres, c'est pas si faible que ça dans les PO. Simplement, la particularité, c'est des types d'emplois qui sont proposés, en effet, sur des durées, elles, qui sont particulières. Donc ça c'est la première dimension. Sur l'aspect investissement venant de l'Espagne, je rappellerai juste l'anecdote. 2 collègues géographes avaient fait une étude, d'ailleurs un était venu d'Alice Giban faire une présentation ici, avait fait une étude à la demande à l'époque de la mairie de Perpignan, Jean-Paul Alduy, en expliquant que l'arrivée du TGV qu'on allait mettre, ça allait faire venir des milliers d'investisseurs, des emplois, ça allait être merveilleux. Les 2 collègues ont fait l'étude, et ils ont répondu, ce qui va se passer, c'est que les Perpignanais vont aller à Barcelone, et il ne viendra rien ici. Quand il a rendu le rapport, ils ont mis le rapport dans un tiroir, et le rapport, ils ne l'ont jamais publié, et autres. Depuis, les Espagnols font du fromage. Voilà. Et pour enfoncer le clou, je suis désolé, pour enfoncer le clou, 1 an après la publication du livre dans l'Insolence, j'ai travaillé avec lui à la demande du comité de développement interprofessionnel du Vallespir. Les Cerretans, donc le comité de développement, c'était une structure qui avait été montée dans les années en question et qui associait les représentants de l'administration, des représentants du patronat et des représentants des syndicats. Et ils nous demandaient de faire une étude justement pour voir ce qu'on pourrait faire avec Barcelone. Ce qu'on avait montré, à partir d'un travail assez poussé en matière justement d'études des relations entre les secteurs d'activité, c'est qu'il ne fallait pas chercher justement à viser le marché de la consommation finale, la consommation des ménages de Barcelone. Ce qu'il fallait plutôt viser, c'est à insérer les entreprises du secteur, enfin, du Vallespir, le Boulou, par exemple, c'est vrai, les insérer dans des filières de production qui tendaient à se développer autour de Barcelone. Autrement dit, de devenir producteur, soit de semi-produits, enfin, s'insérer dans la chaîne. On avait montré que là, il y avait une possibilité. C'était donc en 94. Et comme je le dis hélas
la remise du rapport nous a rapporté en tout et pour tout un bon repas au feuillet. Je me souviens bien, j'ai lu le livre de Henri Solente à l'époque. Bon, je ne l'ai pas relu spécialement pour venir, mais donc, si ma mémoire est bonne, il distinguait trois périodes. La rente agricole, en gros avant-guerre, la rente touristique dans l'immédiat après-guerre, et après il parlait de la rente de l'emploi. Si je me souviens bien. C'est-à-dire de tout ce qui est emploi, fonction publique territoriale, emploi. Et il soulevait à l'époque un problème de clientélisme politique et ce genre de choses. Je me souviens que son livre avait fait déranger certains milieux politiques locaux à l'époque. Je l'ai connu un petit peu, j'en avais un peu parlé avec lui. Voilà. Et là, au-delà des périodes, surtout ce qu'il dit sur l'emploi, alors on n'a pas repris, hein, c'est ce qu'il appelle le modèle du Bantoustan. Voilà. C'est le côté le plus polémique, pardon. Ouais. C'était le côté le plus polémique à l'époque de son étude, et en fait je m'étonne de ne pas le retrouver ici. En fait, ce qu'on montre, nous, et qu'il avait déjà pressenti, c'est que à partir des années, fin des années 80, le modèle rentier entre en crise, notamment avec l'ouverture des frontières, l'ouverture à l'Union européenne. Et donc, ce qu'il a appelé des secteurs abrités comme l'agriculture notamment, voire les activités liées au tourisme, sont menacés dans justement la rente qu'ils produisaient. Alors, il ne parle pas, à ma connaissance, de rente de l'emploi, mais ce qu'il dit, effectivement, c'est que le modèle rentier tourne au Bantoustan en ce sens que le mieux pour les activités locales, c'est que lorsqu'elles ont absolument besoin de travailleurs salariés, on met de côté justement la fonction publique, lorsqu'ils ont absolument besoin de travailleurs salariés, ces gens-là viennent et repartent. Les saisonniers du tourisme, les saisonniers de l'agriculture, ils viennent et ils repartent. De cette façon-là, il n'y a pas besoin de politique de prise en charge d'une population précarisée. Et ça, c'est quelque chose qui a changé avec justement ce qu'on a évoqué à propos de l'activité et de l'inactivité, parce qu'il y a des gens qui sont au RSA, il y a des gens qui travaillent au noir et qui vivent ici, qui ne repartent plus justement pour les raisons qu'a indiqué Hervé, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le marché du travail est beaucoup plus vivace que dans d'autres coins, ça tourne, on trouve des petits boulots, mais on trouve. Et donc, ce qui montre effectivement, c'est que face à cette crise du modèle de la rente, les dirigeants, parce qu'il y a quand même des gens qui dirigent cette économie, les dirigeants politiques et économiques cherchent des biais pour en sortir. Le clientélisme en est un. Et donc, il y a un développement du clientélisme pour justement permettre de s'accommoder de cette crise en trouvant des emplois à ceux qui effectivement les ont perdus dans les activités productives. Alors, il y avait récemment dans le TC le cas d'un débat pour les municipales à Vernet-les-Bains, si je me rappelle bien, où il était question d'un taux de policiers municipaux dans la commune qui était faramineux. Donc il y a un développement, mais c'est pas une rente différente. En fait, la rente qui était celle tirée de l'agriculture et qui est maintenant tirée de l'agriculture et surtout des activités liées au tourisme, ça reste le centre. Mais la crise de l'activité du modèle rentier fait qu'on développe le clientélisme, on laisse se développer le travail au noir, qui sont autant de solutions de fortune. Oui, on est bien d'accord que tout ça c'est de la rente, mais je dirais que politiquement et sociologiquement c'est important de nommer les différentes rentes. Oui, sans la mettre... Par exemple, dans les statistiques, je suis toujours gêné quand on parle par exemple des fonctionnaires en général, la fonction publique en général, parce qu'effectivement il y a fonction publique et fonction publique. Mais il y a aussi la fonction hospitalière. Hein. Oui, non, mais je veux dire, voilà, alors que, par exemple, il y aurait une enquête intéressante à faire sur le nombre de fonctionnaires catégorie C, c'est-à-dire recrutables localement, et le nombre de fonctionnaires
professionnels recrutés à partir des catégories D ou A, qui sont ingénieurs agricoles, enseignants. On a cherché les chiffres et on ne trouve plus les mêmes chiffres qu'on trouvait il y a 40 ans. C'est-à-dire, quand il s'agit justement, quand il parlait de clientélisme dans son livre, Henri le mesurait grâce à des données disponibles au niveau national qui disaient que par département, là encore pour bien montrer que le clientélisme c'est pas partout pareil. Non, le clientélisme c'est plus ou moins fort et ici c'était particulièrement fort et il le mesurait parce qu'on a disponible de données. Aujourd'hui on a du mal à trouver ces données, sans parler même du phénomène de la contractualisation. Jusqu'à présent, la rente, est-ce qu'il y avait une circulation de la rente localement, c'est-à-dire avec le modèle ancien, ou est-ce qu'aujourd'hui, je pense par exemple à la côte et au camping, qui sont aujourd'hui largement détenus par des fonds de pension, etc., est-ce qu'une partie de cette rente qui auparavant était réinjectée, bon an, mal an, dans l'économie locale, pas que, bien sûr, est-ce que cette rente qui était réinjectée et qui faisait une sorte de ruissellement dans ce truc-là, n'est pas en train de dégager complètement et d'appauvrir le système de la rente, il va appauvrir l'économie. Ça fait partie des risques de cette crise. On donne un chiffre, on sait qu'à l'allée des Pins, 80% des commerces sont détenus, ou la propriété, c'est des non-résidents, c'est les Pyrénées-Orientales. Donc en effet, une partie de la richesse créée sur le territoire, qui, certainement de manière plus forte qu'auparavant, quitte le territoire. Parce que pour nous, c'est ça l'interrogation. Mais il n'empêche que le modèle, même s'il est en crise et autres, il n'y a pas autant pas de réaction et de transformation. Et c'était ça la question que Henri soulevait à la fin. C'est-à-dire, quand même de dire, quand Yves parlait des forces, ben, une des forces, évidemment, c'est la force politique. Où est la force politique? Et donc il allait chercher de ce côté-là en disant, bon ben, oh, les politiques, vous êtes où là-dessus? Et c'est pour ça qu'évidemment, ça faisait politique, pas polémique, puisqu'il va chercher, évidemment... Encore une question là. Oui. Moi, c'est une question. Vous me faites réfléchir aux leviers nécessaires pour inverser cette situation. Et il y a un mot pour. Et donc là, ça poserait une autre difficulté, c'est l'échelle nationale. Là, je ne vois pas comment, mais peut-être il y a des pistes, mais je ne vois pas comment, à l'échelle d'un territoire comme les Cléons, parce que là, on parlerait de conseil départemental, qui pourrait avoir, quel levier il a en matière de fiscalité. Les droits de mutation, il peut jouer sur les droits de mutation et à la marge. Le foncier bâti. Ah oui, on va contre courant même parce que les communes sont pauvres, et donc elles tapent sur le foncier pour essayer de répondre aux besoins. Alors, elle est là-bas et de perdre la mairie à cause de ça. Oui. Non, mais Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on a... Non, ça va. Est-ce que nous avons une chambre d'agriculture et une SAFER qui ont une politique spécifique? On a vu toutes les spécificités, département, Occitanie, France. Est-ce qu'ici, on a... est-ce qu'ici, la chambre d'agriculture et la SAFER ont mis en place une politique spécifique? Pas à ma connaissance. Je peux simplement te dire, pour rebondir, que je suis tombé complètement par hasard sur un document de travail de la direction des territoires et de la mer, qui regroupe maintenant agriculture, etc. Bref, il n'y a plus de direction de l'agriculture. Un document de travail qui était justement destiné à favoriser, à promouvoir des actions notamment en matière d'urbanisme, en matière d'usage des sols, à travers les différentes collectivités territoriales, en associant les représentants syndicaux de l'agriculture notamment. J'ai appris qu'il existait ce genre de document de travail, mais est-ce que nous en avons vu pour le moment des effets? Est-ce que nous en avons eu des échos dans les communes du département? J'aimerais bien. Mais à ma connaissance, sur ta stricte question SAFER et chambre d'agriculture, non. Donc,